Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour! Bonjour, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Comme on vous avait dit, on est présentement en vacances, mais on vous enregistrait des épisodes de Ligne ouverte où est-ce que vous nous avez envoyé vos opinions et questions et nous allons réagir au mieux de nos capacités. Mounir, quand est-ce que Café Snake régulier revient en ondes? Donc, on va revenir sur l'actualité directe pour la rentrée à partir du 19 août. Donc, jusqu'à là, chaque mardi, vous allez avoir un nouvel épisode des Lignes ouvertes de Café Snake. Tududu. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bon, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Donc, on commence ça, c'est la première ligne ouverte. Merci à tout le monde qui nous a envoyé des messages, by the way. C'était le fun de vous entendre, tout le monde qui écoute Café Snake. Ouais, merci vraiment. Donc, on commence. On espère ne pas vous décevoir, quoique... Ouais, j'espère pas vous décevoir, on en a reçu beaucoup. S'il y en a qu'on a oublié ou qui se sont perdus dans le collimateur, désolé. Réécrivez-nous, puis on va vous faire un spécial pop-up. Ben, c'est sûr qu'on va refaire les lignes ouvertes. Salut Mounir et Daphné. Premièrement, un petit mot pour vous dire que j'aime vraiment le podcast, donc keep it up, puis je vous souhaite d'excellentes vacances estivales. En attendant, voici ma take. Airbnb devrait être illégal pour tout ce qui ressemble à un appartement ou une maison unifamiliale. Voilà, je l'ai dit. Je vous invite à faire l'exercice vous-même. Allez chercher votre quartier sur Airbnb ou n'importe quel site web de locatif à court terme. Si vous êtes dans n'importe quelle grande ville du Québec, vous trouverez des dizaines, parfois des centaines d'annonces. Pendant ce temps-là, le prix des appartements qui restent sur le marché ont explosé. Ça devient un enjeu majeur, surtout pour les familles à faible revenu. On traverse présentement une crise du logement qui est vraiment intense. Il faut absolument que l'offre de logement augmente. Puis pendant que le gouvernement parle toujours de construction neuve, ce qui prend du temps, on semble oublier la partie du parc immobilier qui est réservée à la location touristique à court terme. Ce sont pratiquement tous des logements qui ont été retirés du marché locatif conventionnel dans les 10 dernières années et qui devraient y retourner. On peut pas se fier à la bonne volonté des proprios parce que si tu leur laisses le choix entre louer leur logement, 1000 $ par mois à des familles ou bien 300 $ par nuit à des touristes, c'est certain qu'ils vont choisir l'option la plus payante. Bref, tenissez Airbnb, surtout quand le taux d'inoccupation des loyers baisse sous des seuils critiques. Les touristes pourront toujours aller à l'hôtel. Bye, bon été. Yeah, merci Nicolas. Donc, ouais, merci Nicolas pour ton take sur Airbnb. Je pense que c'est quand même, tu sais, on est dans le pic de la saison touristique. Là, il y a beaucoup d'enjeux liés au tourisme un peu partout sur la planète, surtout en Europe. En effet, il y a des manifestations même, tu sais, du monde qui résiste à l'over-tourism, donc... C'est ça, même en Espagne, je pense à Barcelone, le mouvement de manifestation, c'est comme d'asperger avec un fusil à eau les touristes qui se promènent. Suite à ce take de Nicolas, je suis allée regarder les règlements, puis là, en date de 2025, en fait, Montréal a adopté un règlement pour interdire les Airbnb, sauf pendant la période estivale, donc du 10 juin au 10 septembre. Puis je pense qu'ultérieurement, il y avait eu un règlement qui avait été fait où est-ce que les Airbnb devaient s'inscrire auprès de la ville en donnant un numéro de référence, mais il y avait eu une enquête, là, je me rappelle pas si c'est Enquête La Facture, je pense, une de ces deux programmes de Radio-Canada, qui avait réalisé que tu pouvais mettre n'importe quel chiffre puis qu'il y avait aucun back-end dans le site d'Airbnb, fait qu'il y avait beaucoup de fraude qui se faisait avec ça, fait que la ville de Montréal avait mis un règlement, mais il était pas du tout il était pas du tout respecté ni monitoré, il y avait pas de visite, pas d'inspection, puis tu pouvais mettre n'importe quel numéro de référence puis ça flaguait jamais. Donc là, je sais pas si c'est un nouveau règlement là, que tu parles qui est en vigueur. Là. Depuis mars. Mais c'est ça, effectivement, si on veut, par exemple, louer son logement, sa résidence principale, une pièce dans sa résidence principale, ben il faut aller chercher un permis. J'ai fait un peu comme si je faisais les démarches pour. Ça coûte 300 $, donc relativement bargain. Je pense que c'est pas assez. Et on peut louer dans les arrondissements de Montréal, sauf à Lachine, Saint-Laurent et Saint-Léonard. Puis tu sais, là, pour parler des Airbnb, là, je comprends le take que Airbnb devrait être banni, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi avec Airbnb, c'est que le rapport à ce produit-là change. Puis je pense que contrairement à Uber, qui a su offrir comme un service
qui est comme somme toute plus accommodant que les taxis d'une certaine façon, surtout en zone urbaine, c'est plus rapide, c'est plus facile à payer, c'est souvent moins cher. Le Airbnb vient avec plein d'exigences qui sont plus glorifiées sur Internet. Genre, moi, je vois beaucoup de discours online sur la supériorité des hôtels, sur comment les propriétaires de Airbnb donnent trop d'indications sur le ménage ou même qu'ils sont trop intrusifs, que t'es obligé de dealer avec eux socialement. Tu sais, comme ça remet en question la nature sécuritaire du Airbnb. Tu sais, par exemple, nous, on est allé à un mariage en Ontario récemment. Tous les hôtels étaient bookés au Sunbanks, où ce qu'on était, fait qu'on a pris un Airbnb. Puis c'était vraiment comme style hôtel, genre, c'était collé comme une buanderie. Ouais, dans le fond, c'est comme l'espèce d'appartement adjacent à la buanderie du coin. Ouais, puis c'était rénové, c'était chill. Non, c'est parfait. Ouais, mais en arrivant là-bas, le host Airbnb me dit « Ah ouais, il y a une porte au fond, mais genre vous avez pas accès, puis nous, c'est notre façon de rentrer dans l'Airbnb. » Fait qu'il y a une espèce d'affaire où il y avait une porte qui était barrée, que nous, on pouvait pas s'assurer qu'il était barré de l'intérieur. Je sais que ton take est vraiment dans la logique d'infrastructure et d'accès au logement. Tu sais, je pense que ça va aussi avec la spéculation immobilière. Comme par exemple, dans mon appartement actuel, c'est dans un duplex collé à un autre duplex. Ça m'a pris une demi-année avant de comprendre pourquoi j'avais jamais rencontré mes voisins à côté. J'ai réalisé que c'était un Airbnb. C'est vraiment un logement pas proche du centre-ville, correct à côté du métro. Ça devrait être occupé par des locataires normaux, mais les propriétaires ont fait un Airbnb avec. J'étais quand même surpris. Fait que genre, comme ça doit être plus présent que j'ai réalisé à ce moment-là à quel point c'était comme furtif puis un peu omniprésent. Ah, énormément. Ouais, moi, à un moment donné, je connaissais un gars qui faisait des rénaux, puis tout ce qu'il faisait, c'était de transformer des appartements à Montréal en Airbnb. C'est ça. Puis en plus, la job de réno qu'il faisait, ben évidemment, il prenait les matériaux les plus cheap, tu sais, tout pour que ça look, mais que ça coûte rien. Fait que tout était fait aussi dans une démarche qui pense pas à la pérennité. C'est pas dans une démarche où on pense que, oui, il y a des gens qui vont vraiment habiter ici, qui vont faire demeure, qui vont peut-être s'installer pendant des années. Non, c'est juste comme cheap labor, puis cheap material. Exact, c'est ça. C'est le capitalisme. Littéralement. Puis j'ai couvert un peu le phénomène il y a quelques années sur ma chaîne YouTube, là, des figures publiques comme Corey Albert, qui font la promotion de l'acquisition immobilière comme valeur purement spéculative, puis comme levier pour acquérir de la richesse, comme le fait que ça se soit devenu vraiment comme une forme de contenu qui est full populaire chez les jeunes. Il y a ça sur TikTok, mais il y a aussi Luc Poirier, que oui, il est dans l'immobilier commercial, mais je pense que ces discours-là se croisent aussi dans le zeitgeist, dans l'économie au Québec, puis genre, c'est pas juste propre au Québec, mais vraiment que l'immobilier est devenu pour beaucoup de gens comme leur façon d'entrevoir l'aboutissement de leurs ambitions entrepreneuriales. Pis ça, je pense que comme culturellement puis politiquement, c'est ça qui se passe, comme tout le monde se voit entrepreneur, mais entrepreneur immobilier. C'est pas vraiment quelque chose qui génère de la richesse, c'est pas un produit, ça repose sur comme le travail de d'autres gens. Mais la spéculation immobilière. C'est ça. Cette notion que, ouais, c'est une valeur sûre, que c'est un marché qui connaît beaucoup de croissance, pis ça me fait tout le temps cringe quand j'entends des gens vanter la croissance du marché immobilier, parce qu'en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que ça coûte plus cher de se loger, puis que l'accès à la propriété est rendu plus difficile. Il y a aussi l'aspect culture web, mais Daphné m'avait envoyé ça il y a quelques semaines. Il y a un gros changement de plateforme sur Airbnb qu'ils veulent faire, qu'ils font en ce moment. Ouais. Ils veulent prendre toutes les parts de marché du tourisme, mais aussi être dans le quotidien. Ils veulent prendre les parts de marché de Yelp, TripAdvisor, Booking.com. Je serais même pas surpris qu'un jour, tu puisses comme booker un hôtel normal sur Airbnb. Ben c'est ça, c'est un peu comme le rêve, on dirait, de tous les tech entrepreneurs. Ils veulent créer l'app qui va nous servir tout. Prendre Everything soin app, de ouais, tout. C'est The Everything App. Donc, il y aurait cette tangente-là chez Airbnb, ouais. Pis c'est déjà un peu le cas avec les auberges en Europe. Moi, quand je suis allé à Amsterdam en 2019, on cherchait une auberge, puis l'auberge qu'on a trouvée pour booker, tu sais, dans des dortoirs, il fallait passer par Airbnb. Avec leurs grosses mises à jour qui ont l'espèce révélée, comme si c'était un keynote de Apple qui lance un nouveau iPhone. Avec ça, ils disent que tu vas pouvoir booker un chef, un photographe, un massage, un traitement au spa, un entraîneur personnel, une coupe de cheveux, du maquillage, des ongles, des repas préparés, puis un traiteur. Airbnb? Ouais, c'est ça que dans leur nouvelle mise à jour qu'ils ont. Fait que tu sais, je pense que le fait que Airbnb fasse ce changement-là aussi, ça montre peut-être qu'il y a comme une espèce de trou dans comme leur modèle, en fait. Là. Ils veulent prendre plus de parts de marché. Je pense pas nécessairement... Il y a un essoufflement. Je sais pas si c'est un essoufflement plus que la logique du capitalisme où tu dois toujours générer plus de profit. Que tu génères du profit, c'est pas assez. Il faut que ça soit exponentiel. Il faut que ça suive une courbe toujours plus.
Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'inventes d'autres façons de squeezer de l'argent. Je sais que dans tous les points que j'ai soulevés, là, cette espèce de logique que je trouve que oui, il faudrait bannir politiquement Airbnb, mais juste notre rapport culturel à l'immobilier au Québec dans une économie qui comme une économie de service où ce que les gens sont pas là à essayer de justement innover, faire du product research, essayer de trouver du R&D, essayer de développer une compagnie qui comme génère vraiment de la richesse. On est comme dans se squeezer entre nous pendant qu'une partie des gens font plus d'argent puis d'autres gens ont de la misère à payer l'argent que cette minorité-là fait, tu sais. Mais pour moi, c'est encore pire, là, parce que je considère le logement comme un besoin essentiel. Ouais. Puis je pense que c'est aberrant ce qui est en train de se passer dans la société à Montréal, au Québec, mais aussi dans le monde entier, que de plus en plus de gens aient de la misère à se loger, alors que c'est comme primordial. C'est ça. Fait qu'on fait merci Nicolas pour ta question. C'était ça. Salut Mounir, salut Daphné. Mon nom c'est Catherine, j'écoute Café Snake depuis un petit bout déjà, puis je me demandais c'était quoi le lore de Mounir par rapport à la souveraineté du Québec, puis je m'excuse si jamais vous en avez déjà parlé puis j'ai manqué l'épisode. Moi, mon take perso, c'est que j'ai 32 ans, j'ai grandi au Québec avec une mère extrêmement souverainiste. Pendant que j'étais enfant, adolescente, ça a été probablement mes premières causes politiques, là, la souveraineté du Québec et tout ça. Puis quand j'ai eu genre 20 ans, 2012, tout ça, j'ai commencé à trouver ça vraiment malaisant, là, ce mouvement-là de souveraineté, parce que ça a été quand même repris par la droite puis par un mouvement un peu replié sur lui-même, je trouve. Puis on le voit beaucoup dans le documentaire La bataille pour l'âme du Québec, là, qui est sorti il y a quelques années, là, cette évolution-là là, de la souveraineté. Et je me demandais comment, Mounir, tu t'étais rendu à être full pro-souveraineté. Puis je me demandais si t'étais passé par le mime, un peu comme Fugueuse, genre de trouver quelque chose un peu cringe puis l'adopter finalement. Puis ça me questionne beaucoup là, par rapport à mon take par rapport à ça aujourd'hui. Tu sais, autant je suis full... J'appartiens full au Québec, je pense. Là, il y en a, je comprends vraiment beaucoup de codes de la société québécoise, c'est ma culture. Puis en même temps, ce mouvement-là souverain, j'ai l'impression qu'il est parfois très blanc, puis très replié sur lui-même. Puis en fait, c'est ça. Fait que je me demandais c'était quoi le lore, comment tu t'étais rendu à être full pro souveraineté. Puis voilà. Ben, je vous souhaite un bel été. Puis merci de prendre nos takes à Café Snake. Bye. Ben merci Catherine pour ton message. Quand même beaucoup de messages sur mon rapport ou notre rapport à la souveraineté. Là, je pense que le timing que ça tombe en même temps que les nouveaux souverainistes, ça a fait en sorte que ça a généré beaucoup de discussions. Là. Je sais pas si tu veux commencer, Daphné. Ben non, c'est à toi qui s'adresse la question. Bon, ok, le lore. Dans le fond, moi, j'ai quand même, à l'adolescence, quand même été vraiment beaucoup souverainiste là, en suivant les cours d'histoire du Québec au secondaire. J'avais quand même un rapport affectueux à la culture québécoise. J'écoutais beaucoup les colocs, je m'identifiais beaucoup à genre Dédé Fortin ou whatever. J'écoutais beaucoup de vieilles télé québécoises. Tu sais, comme mon émission préférée à la télé québécoise ever, c'était Génération à Musimax, qui faisait comme à chaque épisode le résumé d'une année de l'histoire culturelle du Québec, puis même de la pop culture en général. Fait que j'avais comme développé très jeune comme un rapport très affectueux à l'histoire d'un peuple que comme, tu sais, mon père était même pas là, mettons, dans les années 60 ou dans les années 70, mais comme je m'identifiais fortement, genre, à mettons, un de mes rêves quand j'avais 15 ans, c'était d'être à Montréal pendant l'Expo 67, genre, comme j'avais vraiment ce rapport nostalgique à de quoi que j'avais comme pas connu. Puis je pense que ça vient avec le fait que comme je suis québécois, genre même si comme je viens d'ailleurs techniquement, même si mais je suis ton dans père, il s'est aussi impliqué dans la politique. C'est ça, mais mon père on n'a jamais été dans une maison de souverainistes, tu sais, comme mon père a été candidat pour le Bloc québécois en 2015, mais après, il s'est dissocié comme du Bloc québécois. Il a vraiment pas été un fan de, genre, la campagne à la chefferie de Jean-François Lisée, l'espèce de dispute qu'il y avait eu avec Alexandre Cloutier. Mon père était vraiment du bord d'Alexandre Cloutier, qui, Jean-François Lisée avait accusé de comme être contrôlé par les islamistes, whatever. Tu sais, comme mon père était un des musulmans autour d'Alexandre Cloutier, c'était un peu comme si Jean-François Lisée accusait mon père de contrôler. Fait que mon père s'est comme dissocié comme de tout ce qui est PQ, Bloc québécois, genre, 2016-17-ish, genre. Fait que le mouvement souverainiste a vraiment réussi à mettre à dos une partie de ses alliés, finalement. C'est ça. Mais comme moi, j'ai l'impression que comment je suis arrivé à... Puis là, c'est ça, j'ai vieilli, genre à 18-19 ans, j'étais vraiment plus souverainiste, j'étais comme vraiment, je me considérais comme un citoyen du monde. Je me rappelle d'un run de moi, genre sur un terrain de foot, après une pratique, on faisait juste parler de la vie, puis du monde. Je jouais au cégep à Lionel Groux, puis là, le monde me posait des questions, puis je faisais juste comme, non, mais on est des citoyens du monde, genre moi, je vais aller vivre aux États-Unis, tu sais, j'étais vraiment comme, à partir de comme 16-17 ans, comme la migration de ma consommation culturelle a vraiment changé, genre j'ai déconnecté complètement de la culture québécoise, j'ai commencé à être complètement immersé dans la culture afro-américaine. Puis c'est là que vraiment, tu sais, j'ai commencé à écouter vraiment beaucoup de rap, beaucoup de podcasts adjacents au rap aux États-Unis. J'ai commencé à écouter beaucoup le basket. J'étais comme, tu sais, mon rêve, si tu me demandes à 18-19 ans, c'était de faire de la radio sportive aux États-Unis dans un petit market, puis comme être le radio guy qui parle de sport, puis qui fait les lignes ouvertes, genre à la radio aux États-Unis. J'avais vraiment, comme j'étais déconnecté du Québec,
Puis c'était en même temps qu'arrivait comme l'attentat à la mosquée de Québec, la Charte des valeurs, l'élection de François Legault. C'était comme tout dans ce contexte-là, genre. Comment tu t'es senti à cette époque-là? Mais je me sentais juste comme pas, genre, j'étais juste comme, je suis au Québec, genre. Tu sais, c'était comme, j'étais un citoyen du monde. Mes parents ont immigré. Tu sais, dans ce temps-là, après, je suis allé en Europe tout seul. 2 années de suite, je suis allé au Maroc. Tu sais, comme, j'étais juste comme, ouais, le monde est tellement grand, le monde sont jamais sortis du Québec. Tu sais, j'avais ce regard-là de genre, coming of age. Ouais. Puis, comme quand j'ai vieilli, comme plus dans la vingtaine, puis surtout quand j'ai commencé à faire du contenu en français sur YouTube, j'ai réalisé que genre, peu importe, parce que j'ai commencé avant à essayer de le faire en anglais. Je faisais des vidéos de réaction de rap, je parlais de basket sur YouTube en anglais, puis quand j'ai commencé à faire du contenu en français, là j'ai commencé à écouter du YouTube québécois, j'ai comme reconnecté avec les médias au Québec, puis j'ai réalisé à quel point comme je me sentais bien, puis genre j'étais comme non mais je veux que mon contenu soit consommé au Québec, il y avait de quoi de tellement québécois dans ce que je faisais, puis j'étais juste comme oh my god, c'était comme une évidence à ce moment-là qui est comme genre je pourrais essayer de faire du contenu pour la France, ça pourrait être drôle, mais genre c'est juste québécois comme qu'est-ce que je fais, genre c'est de là que je parle, genre. Puis là ça s'est comme développé progressivement. Puis là il y a eu la COVID, ok. Puis moi Ça fait pas longtemps, ça. ben non, ça fait pas longtemps, Ouais. ça fait 5 ans. Déjà. Il y a eu la COVID, en fait, puis pendant la COVID, puis tu sais, j'ai dit dans l'entrevue à Rad que c'est la PCU qui m'a rendu souverainiste, mais ça, c'est comme une image, c'est pas la prestation canadienne d'urgence qui m'a rendu souverainiste, c'est vraiment le fait qu'en quelques semaines, j'ai vu le gouvernement fédéral que je jugeais comme étant lent, ça prend tellement de temps de faire son passeport, c'est tellement, genre, j'ai vu, genre, en quelques semaines, donner des chèques de 2000 $ à tout le monde qui le demandait. Puis là, j'ai comme eu une espèce de wake-up call de comme, oh my god, quand t'es un pays, genre, tu peux faire ce que tu veux. Puis là, ça s'est mélangé avec pendant la COVID, j'avais, genre, joué à Minecraft, puis j'écoutais des documentaires d'histoire. Fait que là, justement, tu parles de la bataille de l'histoire du Québec, mais genre, que ce soit l'inconfort et le confort et l'indifférence, que ce soit le film sur les patriotes de Pierre Falardeau. Genre, j'ai commencé à consommer tellement de documentaires sur l'histoire, pas juste du Québec, mais genre, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, Mounir, c'est un fan de l'histoire. Il m'a même déjà dit qu'on était dans un souper romantique, puis il m'a dit qu'il retournait aux études en histoire. Ben, c'est ça, fait que là, ça s'est développé, puis il y a eu les élections de 2022, puis honnêtement, genre, si on veut être vraiment honnête, genre, donner le full lore à tout le monde, là. Soyons honnêtes, là. J'ai fait une série qui s'appelle Assemblée, où est-ce que j'ai interviewé tous les chefs pendant les élections, dont une entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis des 4 entrevues, j'ai trouvé que c'était la meilleure. Puis après la discussion, Paul Saint-Pierre Plamondon est resté, puis on a parlé, juste moi puis lui, on a juste discuté, parce que si vous écoutez l'entrevue maintenant, même après les élections, c'est l'entrevue qui est la plus comme décontextualisée de comme des élections. On va la mettre dans les notes. Ouais, on va la mettre dans les notes. On parle du Québec, de l'histoire du Québec par rapport à l'immigration. On parle de Parizeau, son discours, le vote ethnique. On parle du rapport ethno-nationaliste avec le mouvement souverainiste. On en parle. Puis à la fin, il voulait comme qu'on continue la discussion. C'est pas moi qui ai initié la discussion, genre. Puis j'ai vu la réception à cet épisode. Puis là, j'étais tellement dans la politique québécoise, tellement sur Internet. Puis là, j'ai commencé à streamer encore, puis on checker encore plus de contenu souverainiste. Ça s'est tellement fait naturellement, puis j'ai juste emmené tweeter que le Québec devrait être un pays, puis c'est comme une phrase que comme je pense vraiment, genre je pense que oui, il aurait dû gagner en 95, puis je pense que quand tu étudies l'histoire du Québec, quand tu regardes comme les différents moments où est-ce que l'unité québécoise aurait pu s'exprimer genre comme politiquement, je pense que ça aurait dû arriver, genre. Fait que oui, moi je pense que le Québec devrait être un pays. T'as fait ton coming out. C'est ça. On venait de commencer, je pense, à se fréquenter. Puis là, 2-3 days. Mounir, il a écrit ça sur Twitter. J'ai parlé à mon ami, j'étais comme, ouais, là. Puis, comme, je suis totalement conscient de la notion comme blanche, puis comme raciste. Ouais, le mouvement souverain très blanc. C'est ça, genre même moi, live, j'ai sorti Nous souverainistes, les ethno-nationalistes sont venus sur moi, ils ont commencé à dire, s'il est pas ça, il y a même des gens qui ont fait des posts, il est planté par le fédéral pour nuire à la cause souverainiste, c'est plein de théories du complot sur moi, genre ça vient vraiment de mon cœur, genre, je pense que, pis tu sais, c'est cave, parce que je vais quoter le poète préféré à Daphné, là, mais comme Gaston Miron. Non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est genre pas. Moi, j'ai jamais aimé Gaston Miron. Genre, haters gonna hate. Non, mais genre, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est ça. Parce qu'on a écouté La Nuit de la Poésie, puis je comprends pourquoi Daphné aime pas Gaston Miron, c'est comme l'archétype. Anyway, genre... La Nuit de la Poésie de 70.
Ouais. qui est enregistré, filmé par l'ONF. Tu sais, comme, il y a de quoi, il dit, puis c'est ça que j'ai cité dans mon speech, il dit, tant que l'indépendance du Québec n'est pas faite, elle reste à faire, genre. Puis je crois que il y a tellement comme une nature, genre, incomplète au peuple québécois, genre, que je pense que même si on faisait un 3e référendum, puis le non gagnerait, la question se poserait toujours, genre. Je pense que c'est inévitable. Puis je pense que ultimement, il va falloir qu'il y ait une question d'indépendance du Québec qui soit votée par le peuple québécois, que le oui gagne, puis qu'on revoie la place du Québec en Amérique du Nord, genre. Puis ça passe. Puis là, après, moi, je pense que la raison fondamentale pourquoi je suis souverainiste, c'est parce que le Canada, c'est un pays qui a jamais vraiment existé. Et Pierre-Éliott Trudeau a décidé de rapatrier la Constitution que le Québec a même pas ratifiée. On n'a pas un système politique que j'y donne une grande valeur, genre. Puis je trouve que ça contribue au cynisme. Le fait que François Legault, là, puis si on fait le calcul, il y a eu 36-37% des votes. Quand on dit ça, ça cache un peu des chiffres. Parce qu'il y a eu 36% des votes qui ont pas annulé, whatever. Ça, c'est 36% du nombre total du taux de participation, qui est comme dans les, je pense, 67%, quelque chose de même. Fait que si tu fais une petite règle de 3, tu réalises que François Legault, il y a eu à peu près 30% des votes, puis il y a eu 100% du pouvoir. Il y a aucun contre-pouvoir, il y a pas de pouvoir législatif, tout est mixé dans l'exécutif. Moi, je veux que le Québec soit indépendant pour qu'on puisse décentraliser des pouvoirs qui sont à Québec, les envoyer dans les régions. Pour moi, la santé et les services sociaux, ça devrait être quelque chose qui est plus de proximité, qui devrait être géré par un nouveau concept, genre une nouvelle modalité, pas des provinces, peut-être ça va être des départements comme en France, qui vont avoir une gestion comme qui est adaptée aux régions, qui est indépendante puis qui a ses propres ressources. Puis ça, en fait, ça répond à un des points de comme la droite libertarienne au Québec qui dit qu'il devrait avoir plus de privé en santé pour qu'il y ait plus de compétition. Mais si tu orchestres un système qui est décentralisé de santé et qui est indépendant de gérer ses fonds, ben les bonnes pratiques vont être vues. Si la santé fonctionne mieux sur la Rive-Sud, qui est gérée par la Rive-Sud, que à Laval, par exemple, ben on va pouvoir voir les différentes pratiques parce qu'ils vont être indépendants, ils vont faire leurs propres pratiques. Moi, je crois vraiment au gouvernement de proximité, je crois à la décentralisation des pouvoirs, surtout en matière de santé puis de services sociaux. Puis on peut extrapoler en éducation. Puis tu sais, ça, je reprends cette idée-là. Moi, la première personne qui m'a allumé à ça, c'est Émilie Lessard-Terrien, ancienne co-porte-parole de Québec solidaire, qui avait dit ça, l'indépendance du Québec, ça va être le plus gros travail de décentralisation ever. Puis il y a aussi une espèce d'ambition qui est comme un peu utopique, puis moi, ou idéaliste, genre, parce que moi, je pense que comme puis là, je parle pendant longtemps, là, désolé, mais genre, je pense que, genre, la pensée politique, ou si tu veux parler de politique ou de la société, il faut être idéaliste. Moi, je déteste les gens qui sont pas dans des idéaux, genre, qu'est-ce que t'aimerais que la société soit le plus? Puis après, tu deals avec les contraintes. Genre, moi, je trouve que c'est la pire insulte à quelqu'un, je trouve que c'est le pire commentaire à faire à quelqu'un, ah, t'es idéaliste, t'es utopique, c'est comme, yeah, bro, j'ai des idées que, genre, j'aimerais que le monde soit comme ça. Fait, oui, je pense que c'est idéaliste, mais je pense que, puis ça, c'est vraiment comme, un peu ésotérique aussi comme pensée, c'est que il y a pas d'État occidental qui a vu le jour au 21e siècle. Moi, je pense qu'un des plus gros problèmes, surtout qu'à la droite, qu'à la gauche, tout le monde parle que comme, le Québec, c'est lent, le Québec, faut réformer, c'est trop, c'est... Puis là, je te parle pas d'un doge, je parle juste de comme un hard reset. Yo, j'espère. Je te parle juste de le fait de créer un pays, créer une constitution. Doge. Je te parle pas de créer un pays, créer une constitution, voter ça, faire ce projet de société au 21e siècle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pourraient croire que comme, ça va être dangereux, mais moi, je pense que la pensée de gauche, c'est la pensée qui contre le statu quo. Moi, les gens qui sont de gauche puis qui sont contre l'indépendance, je suis comme, ok, tu veux qu'on continue, genre, c'est quoi? Je pense que le moment où est-ce que il faut dire oui ou non, c'est comme là, on a cette question-là, ouais, j'ai peur que le Québec après soit à droite, soit à gauche. Ouais, mais c'est la spéculation, c'est go for it, genre. C'est quoi qu'on fait d'autre, genre. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que moi, je suis pas tant stressé pour les gens de gauche parce que je sais qu'ils vont arriver à ce raisonnement-là, genre. Fait que ouais, ça c'est comme en gros, puis il y a beaucoup d'autres questions sur la souveraineté, là, mais si on voulait comme le full recap, puis genre, je pourrais parler de ça pendant 1h30. Puis, merci Mounir pour tout ça, là, ton envolée lyrique, mais genre, le rapport au mime qui est quand même soulevé dans le take, là. Moi, comment je l'utilise en ligne, c'est très mimétique. OK. C'est comme... Justement, c'est dans cette idée-là, puis c'est même un peu du rage bait, comme j'ai dit dans l'entrevue à Rad. Moi, je pense que mon take pour comme
les immigrants de deuxième génération, les gens qui ont peur de s'identifier comme Québécois. Puis j'ai été dans beaucoup de contextes, disons, entouré de gens qui sont issus de l'immigration. Quand je m'affirme comme Québécois, je comprends les regards, je comprends les commentaires, je comprends le scepticisme, mais il y a une logique mimétique où est-ce que, pour moi, ne pas s'identifier comme Québécois, c'est donner raison aux racistes et aux intolérants et aux ethno-suprémacistes, puis leur dire, les regarder dans les yeux, puis faire comme « Hey, je suis Québécois », puis en plus, je suis souverainiste. Fait que, deal with it, genre. Ça, il y a une logique mimétique, genre. Il y a une logique de rage bait dans ça, genre. OK. Donc, ça reprend les cas de... Ouais, définitivement. Donc, on passe au take de Marianne. Je commence à recevoir de plus en plus des publicités pour des AI girlfriend ou des AI boyfriend, comme dans la photo ci-joint, où est-ce que, par exemple, dans cette publicité-là, on parle de unfiltered, Riz Bots, strong memory, privacy, fire emoji et emoji horny pic generator. Donc, je pourrais pas quantifier ce phénomène-là, mais je pense que c'est inévitable que de plus en plus de personnes soient appelées à développer des relations avec des robots conversationnels, parce que je pense que c'est une réponse directe à notre épidémie de solitude. Et je m'interroge vraiment sur les impacts que va avoir de tels médiums sur les individus, mais aussi d'un point de vue juridique, je vais y revenir, parce que quand on a des robots conversationnels comme ça, déjà, c'est une relation qui, en fait, c'est un outil qui va venir te flatter dans le sens du poil un peu, là. Un robot AI, c'est fait pour stimuler un robot conversationnel, pardon, c'est fait pour stimuler de l'engagement et donc te flatter dans le sens du poil, si on me permet l'expression. Donc, jamais tu vas te faire remettre en question ou tu vas t'interroger sur la pertinence ou la validité du point que t'amènes, parce que l'entité en face de toi te donne la rétroaction qui est constamment positive. Déjà, ça, c'est super inquiétant parce qu'on a des gens qui se sentent isolés puis qui ont plus d'assises pour venir mesurer leurs propos, leurs idées avec des vrais individus, mais juste avec des robots qui sont faits pour leur dire « oui, bonne idée ». Et il y a quelques semaines, il y a un jeune homme qui a commis un acte terroriste parce que son robot conversationnel personnel lui disait « Wow, t'es tellement courageux, t'es trop brave », et il s'est fait arrêter avec une arme à feu. Donc déjà, ça c'est crazy. Mais en plus de ça, du moment où est-ce que tu rajoutes de la marchandisation, parce que dans le cas de cette application-là spécifiquement, c'est un abonnement payant. J'ai regardé, là, il y a comme un gros rabais pour si tu le prends à l'année longue, puis sinon c'est quelque chose comme 13$ par semaine. Donc, tu viens payer pour avoir quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. Et je me demande si ça pourrait, dans une optique, être considéré comme de l'extorsion ou de la fraude amoureuse. Que ça, c'est une pratique qui est encadrée par la loi, qui est illégale, comme la fraude en général. Puis là, c'est techniquement pas de la fraude parce que c'est marqué dans la description de l'application que tu peux payer, mais en même temps, en tout cas, c'est ça, je suis intéressée par ce parallèle de que si un jour, les gouvernements, les institutions devraient venir intervenir, légiférer pour peut-être qu'on désigne une telle pratique comme de l'extorsion, puis surtout dans une situation X où on aurait des individus qui commencent à développer des relations avec des robots conversationnels qui deviennent de plus en plus personnalisés. Là, on le voit, ça met de l'avant des qualités comme strong memory, donc en collège, j'anthropomorphise, mais une entité qui t'as l'impression qu'elle te connaît. Et là, si jamais on rajoute un layer d'argent par après, ou on rajoute des coûts supplémentaires pour avoir justement le pic generator, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une logique d'extorsion? Bref, ça me fascine. Et tout ça en parallèle avec l'idée du Tamagotchi Principle qui a été développé par quelqu'un le plus intelligent que moi et qui vient juste de l'idée que quand t'achetais un Tamagotchi, tu savais qu'il y avait une date de péremption, genre qu'il allait mourir, mais avec des AI comme ça, c'est un peu présenté comme si c'était pour toujours, alors que dans la réalité, les compagnies font faillite, les systèmes deviennent désuets, il y a des rachats, il y a des changements, donc ça se pourrait que ton robot conversationnel, que tu t'es peut-être emmouraché, ou du moins t'as développé une relation assez profonde avec, vienne à échéance sans qu'il y ait de modalités prévues pour accommoder le consommateur, la consommatrice. Donc, je me demande, est-ce que comme on va avoir à gérer des deuils, des gens qui font le deuil avec des robots conversationnels, puis après ça, est-ce qu'il va y avoir un marché pour venir monétiser ce deuil-là? En tout cas, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui pourrait prendre beaucoup d'ampleur dans les prochaines années et qui s'ancre vraiment
dans les médias et dans Internet et dans la politique. Donc, j'aimerais ça vous entendre en parler. Bisous! Merci, Marianne. Ouais, merci beaucoup pour ton take. Personnellement, là, je sais pas pour Mounir, c'est pour ça que je te pose la question, mais tu sais, on a passé comme 2 semaines éprouvantes, en tout cas moi, d'un point de vue psychologique, fait que j'ai dû faire certaines recherches sur Google qui ont mis la puce à l'oreille à l'algorithme, puis ça fait au moins une semaine que je suis bombardée d'annonces pour une compagnie de Tutu AI. Toi, t'as-tu déjà vu ça? Non, mais j'ai jamais vu ça, mais il y avait une série sur Netflix qui s'appelait Master of None. Puis dans la série, il y a comme tout ce concept-là de la loutre AI pour les personnes âgées. Une loutre. Mais pas... Là, c'est brandé comme AI, là, mais avant, c'était pas... C'était la même technologie, là, basically. Là, elle sentait le mood, le stress, elle demandait de l'attention, tu pouvais la rassurer, la flatter, elle faisait des petits bruits quand elle était confortable. Mon annonce, pour ceux et celles qui auraient peut-être les mêmes annonces, c'est Roppet. Ça ressemble à des laboubous. Il paraît que ça capture certaines informations sur toi. Je pense que j'ai vu aussi que ça émettait une chaleur, en plus de petits bruits puis de mouvements. Ça peut même te faire la baboune. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle dans un épisode début de Café Snake, là, Daphné qui avait befriend un espèce de AI chatbot qui a fini par te narguer puis t'insulter. Être passif-agressif avec moi. Je pense que c'est un épisode qui s'appelle Miel de Tromaguchi. Ouais, exact. Je dois dire aussi qu'il y a certains analystes là, de la culture web, notamment je pense à Ryan Broderick, qui depuis le début disent que les compagnies de technologie qui développent ce genre de compagnonnage-là, ben c'est ça qu'ils ont toujours voulu faire, nous rendre dépendants de leurs produits d'une façon presque prédatoriale, tu sais, de devenir un prédateur pour les gens qui auraient peut-être des vulnérabilités émotionnelles, qui vivraient de la solitude. Il a utilisé ChatGPT notamment en tant que thérapeute au cours de l'hiver. Et il a qualifié ChatGPT de delusion machine, une machine qui créerait des loulous, qui générerait l'illusion. Il affirmait notamment que le modèle économique d'entreprises comme OpenAI, Meta, Google, c'était pas de fabriquer nécessairement une arme à destruction massive ou des armes de guerre, mais plutôt de s'attaquer aux personnes seules et vulnérables moyennant un abonnement mensuel. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que le développement de toute technologie est vraiment toujours lié au complexe industriel militaire de la guerre, mais il y a aussi cette dimension-là qui est développée. Donc, on vit dans une société capitaliste, puis ça nous pousse aussi à être isolés les uns des autres. En plus on est pauvre, plus on doit travailler, moins on a de temps pour la sociabilité, ou si on n'a pas les ressources pour nécessairement aller faire des activités, manger au restaurant. Tu sais, c'est comme, il y a toutes sortes de structures qui font en sorte qu'on est de plus en plus isolé. Ce que je veux dire, c'est que c'est structurel. Là. Quand on parle d'épidémie de solitude, moi, j'ai toujours questionné ça. Je me suis même déjà... Ouais, moi puis Daphné, on a une vision différente. Là. Avec Mounir, j'étais comme, est-ce que c'est réel ou c'est juste un lieu commun? Mais je pense que oui, dans la société, en tout cas, du moins dans laquelle on vit ici au Québec, il y a cette tendance à l'individualisme de toute façon qui est poussée, tu sais, puis il y a aussi des facteurs économiques là qu'il faut prendre en compte là-dedans. Puis je pense aussi avec les AI Companions, j'ai l'impression que le travail, le défrichage a été fait par la pop culture déjà de base, tu sais, comme la figure du AI séductrice, tu sais, ou du AI partenaire de vie, comme dans le film Her avec Joaquin Phoenix, tu sais, qui tombe littéralement en amour avec son AI qui l'accompagne dans son quotidien, tu sais, c'est la voix de Scarlett Johansson. Sinon, il y a le film aussi Ex Machina où est-ce que un scientifique doit faire l'expérience de Turing sur un AI, on dit qu'on a développé AGI, puis la stratégie pour convaincre le scientifique du AI, c'est comme de le séduire. Tu sais, fait qu'il y a toute cette idée-là de comme le AI séductrice, le AI féminisé de base. Ben, notamment parce que souvent, ça a été conçu par des hommes. Exact. Fait que ça devient comme la matérialisation d'un fantasme. Mais je vais aussi mettre dans les notes là, un article que j'avais lu dans une infolette qui s'appelle Horrific Terrific récemment de Georgia Yakovou. Dans le fond, ce qu'elle dit dans ce texte-là que je trouvais intéressant, c'est que la technologie, tu sais, nonobstant AI, on pourrait juste parler de tech, il y a de la technologie depuis belle lurette qui est créée pour justement générer de l'intimité. Elle parle notamment d'une technologie qui s'appelle RoboQuill. C'est finalement une façon de générer automatiquement une signature ou une note. On a l'impression qu'elle a été écrite à la main, mais dans le fond, elle est écrite par un robot qui tient un crayon. Puis c'est une façon de, tu sais, mettons que tu es une entreprise, tu veux envoyer massivement des notes à tes clients
pour les remercier de je sais pas quoi, ou même si t'es un artiste, une pop star, tu veux signer des livres, des CD, je sais pas trop, là, ben tu vas utiliser des fois cette technologie. C'est cette idée de créer une impression d'intimité, une impression que ça a été fait à la main. Selon l'autrice, on est toujours en train de construire des espaces intimes avec les machines sans nécessairement s'en rendre compte. Qui d'ailleurs, elle va mentionner Suzanne Carré, K-A-R-E, qui était la première à créer les icônes des Macintosh, les premiers Macintosh ordinateurs, puis qui étaient faites explicitement pour rendre l'ordinateur comme un compagnon amical, pour qu'on sente une forme d'intimité, de proximité avec la machine. Notamment, tu sais, quand l'ordinateur s'ouvrait, le premier icône, c'est que tu voyais un petit ordinateur qui avait une face, donc 2 yeux, une bouche, puis il souriait. Puis quand l'ordinateur plantait, ben ce petit bonhomme-là réapparaissait, puis il y avait une baboune, genre il souriait plus. Non, mais il y a encore ça dans Windows, quand on leur dit crash maintenant, puis que t'as un blue screen sur Windows 11, là, il va avoir le bonhomme, le smiley down, genre, tu sais, comme il va avoir un smiley triste. Ben c'est ça, mais juste dans ces icônes-là, il y a une volonté, tu sais, délibérée de créer une relation entre l'utilisateur et la machine. Fait que toi, dans le fond, ton take, c'est que genre même à la conception même de comme toutes ces technologies-là, il y a un aspect comme qui est relationnel, interpersonnel, dans comment on veut que l'utilisateur envisage la technologie. Ouais, justement, on pense toujours à l'humain en créant la machine. La machine s'adapte aussi au corps. Après ça, j'ai dans des vieilles notes de Café Snake que j'ai jamais pu exprimer, j'ai bien vu que les tout premiers ordinateurs, il y avait des espaces pour fumer, donc il y avait des cendriers intégrés. Je vais citer aussi une autre femme qui écrit beaucoup sur la culture web, l'internet, qui essaye en fait de la disséquer, de la comprendre, donc elle est vraiment dans l'analyse. Je suis pas toujours d'accord avec elle. Elle s'appelle Catherine D. D-E. Puis elle écrit une infolette qui s'appelle Default Friend et elle parle de techno-animisme. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un concept qu'elle amène, tu sais, c'est pas discuté de façon large. J'ai déjà écrit un texte dans la presse qui évoquait l'idée qu'on entrait peut-être dans un tournant sonore. Tu sais, on parle souvent du tournant visuel où on s'est mis beaucoup à utiliser les images, à les sonder pour comprendre le monde ou même les analyser, donc intégrer l'image dans l'analyse critique. Et là, j'étais comme, il me semble que avec l'architecture du web qu'on connaît aujourd'hui, le son commence à prendre beaucoup plus d'importance. Fait que, tu sais, oui, la dimension image visuelle reste, mais le son joue quand même un rôle qui est capital, là, notamment sur TikTok. Puis j'étais comme, est-ce qu'on va pas arriver à un tournant sonore? Puis elle, tu sais, c'est similaire comme sa pensée. Elle dit qu'on s'en va vers une oralité numérique. Elle dit que l'Internet devient de plus en plus axé sur la voix et l'audiovisuel et que ça nous rendrait peut-être plus réceptifs à une pensée qui serait animiste. La pensée animiste ou l'animisme en général, c'était quand même assez présent dans les cultures orales, donc où il n'y avait pas la dimension écrite. Et la parole, la présence, c'était comme inséparable parce on existait en tant que sujet quand on parlait. Parler, c'était être vivant et la connaissance nous venait dans les voix. Donc, on se transmettait, toutes les histoires, ça passait par l'oralité et il n'y avait pas d'écriture pour fixer le sens dans une forme qui est statique, qui bouge pas. Tout ce qui est communiqué est nécessairement donc animé. Ça vient d'un corps qui bouge. Donc, évidemment, avec l'apparition de l'écriture, qui est une technologie, une des plus importantes technologies. Puis ça, on en parle notamment dans le livre Understanding Media du théoricien canadien, le Marshall McLuhan. Ben, on a créé une distance entre l'information, la source de l'information, et celui qui reçoit l'information. Une distance, puis aussi, lui, il dit une extension de l'humain. Non seulement l'écriture, mais aussi le fait que l'imprimerie est arrivée. Donc, l'imprimerie, elle a rompu ce lien-là. Elle a créé une distance, comme je disais, entre le message et le messager. Donc, on est dans un autre paradigme. Mais là, elle dit, tu sais, étant donné que là, on est vraiment il y a une dimension qui est très sonore, qu'on envoie de plus en plus de messages, des mémos vocaux, comme on vous a demandé de nous envoyer, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui pourrait nous rendre plus réceptifs à l'animisme. L'animisme qui est une attitude, une croyance, une religion, quand on investit, par exemple, des animaux, des objets, autre chose d'une âme ou d'une certaine vie, finalement. Fait qu'on pourrait être plus porté à investir la machine d'une vie. Par rapport aux conséquences légales, ben effectivement, je pense qu'il pourrait en avoir, puis c'est pour ça que je répète souvent que c'est une pente très glissante d'anthropomorphiser l'intelligence artificielle ou une machine ou quoi que ce soit, parce que finalement, ça lui donne une identité presque juridique, tu sais.
Puis la machine, elle est pas responsable de ce qui est produit. C'est vraiment ceux qui rentabilisent cette machine-là, qui la construisent, qui déploient la technologie, qui doivent être tenus responsables. Puis je pense que ces efforts-là de toujours anthropomorphiser les machines, ils sont pas anodins. Je pense que ça part aussi d'une volonté des concepteurs de se dégager de la responsabilité de qu'est-ce que ça pourrait créer chez les humains. Je pense que cette idée de deuil, c'est déjà très présent, notamment avec Character AI. Là, j'ai lu au courant des dernières années toutes sortes d'histoires de personnes qui étaient en deuil parce que soit qu'il y avait eu des modifications dans le système qui faisaient en sorte que, ils sentaient qu'il y avait eu un changement de personnalité avec la machine avec laquelle ils discutaient, ou comme tu disais, tu sais, la compagnie a arrêté certaines propriétés ou certains produits ont été discontinués. Tout récemment aussi, j'ai lu une histoire sur un gars qui avait développé comme ça, c'est ça, une relation avec ChatGPT. Puis à un certain moment, ton historique de conversation, si tu dépasses un certain nombre de caractères, tu dépasses une limite, il s'efface complètement. Puis c'est comme retour à zéro, tabula rasa. Puis ça a créé comme un moment de crise, c'est de deuil. Fait que oui, c'est déjà en action, tu sais. Puis aussi, tu sais, moi, ces temps-ci, on en a parlé un peu dans Café Snake, mais comme ça s'est accentué, là, tout l'avènement avec Google VO3, là, de générer de la vidéo par AI. Moi, je vois quand même beaucoup de vidéos avec des personnages qui sont récurrents. Il y a un lore qui se crée autour de ces personnages-là. Là, ces temps-ci, je vois beaucoup, c'est des tatas congolaises là, qui font des aventures. Mamanayo, il fait chaud aujourd'hui. Canicule, là. C'est pas très doux le jet ski, par contre, là. Tout le temps, le top comment, c'est honnêtement, je suis tellement triste qu'il n'existe pas, genre. Fait qu'il y a comme aussi, oui, cette affaire-là d'attachement à des personnages de fiction ou des personnages, genre des créateurs de contenu, mais dans le fond, qui existent pas. Fait qu'il y a comme une tristesse aussi dans s'attacher à quelque chose que tu sais que tu peux pas rencontrer. Puis j'avais mis dans mes notes aussi quelque chose d'intéressant, mais là, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais c'est par rapport, tu sais, au compagnonnage. Quand on pense à ça, on peut penser, tu sais, le point de vue conversationnel ou quelqu'un qui nous accompagne, tu sais, à qui on peut parler. Mais il y a aussi, tu sais, la dimension sexuelle, tu sais, l'espèce de fantasme, comme tu parlais, ultime, de comme d'avoir juste comme un robot sexuel qui va être soumise à toi. Puis que souvent, c'est les concepteurs, c'est des hommes, fait qu'ils ont comme un peu construit ce que eux voyaient comme étant leur fantasme suprême, tandis que il y a pas tant de robots sexuels pour femmes. Puis oui, c'est ça. Non, mais t'as raison, parce que les premiers jouets sexuels s'adressent aux femmes. Je pense les machines, les vibromasseurs, tout ça. Fait que bizarrement, tu sais, la femme a quand même un rapport, je veux pas essentialiser, mais je veux dire, les personnes avec des vagins, on a déjà comme souvent un rapport avec la machine qui est intime. C'est ça, les premiers robots sexuels qui ont été commercialisés pour les femmes directement, tu sais, qui ciblaient les femmes, étaient souvent des caricatures ridicules parce qu'ils avaient été faits avec le male gaze. Donc, les concepteurs ont créé des robots en pensant à ce que pourrait vouloir une femme sans vraiment savoir, tu sais. Donc, mettons, ton robot que toi t'achèterais, il serait comme naughty. Puis ceux qui étaient destinés aux femmes hétérosexuelles offraient des roses, des poèmes et des dialogues vraiment genre style carte de souhait que t'achètes dans une pharmacie. Comme si c'est ça qu'on voulait. Fait qu'il y a aussi ça, là, tu sais, qui crée la tech? Est-ce que c'est quelqu'un qui est blanc? Est-ce que c'est quelqu'un qui est hétéro? Est-ce que c'est un homme? Tu sais, ça va influencer aussi. Ou est-ce que c'est Benson Boone, tu sais? Ouais, qu'est-ce qu'il ferait Benson Boone, tu penses? Donc là, on va écouter le take de Radostina. Salut Café Snake, je viens d'écouter votre épisode sur la boubou et pour moi chaque mardi feels like comme si je unboxais un la boubou parce que j'ai tout le temps hâte de découvrir les sujets dont vous allez discuter. Puis ça tombe bien parce que j'avais dans mes notes, dans mon iPhone, des sujets que j'étais comme « Hey, ça serait vraiment nice que Café Snake en parle. » Donc, je vous pitch ça. Donc, le sujet que je vous propose, c'est dans le fond ce que j'appelle la corporatisation des relations sociales et surtout des relations amicales. Je sais pas si dans vos actualités, dans vos feeds sur TikTok ou sur Instagram, vous avez des fois des vidéos de gens qui font des PowerPoint night où ils se présentent toutes sortes de sujets loufoques. Là. Mettons, ça peut être
des gens qui expliquent les pires endroits où ils ont pleuré ou qui vont rank leur pire ex, mettons leur pire date ou leur pire ex, puis ils présentent ça à leurs amis. C'est ça, je me demande vraiment si... Mais en fait, j'ai pas vraiment d'interrogation, je trouve ça juste vraiment spécial, je trouve ça extrêmement américain, puis je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Ben, merci pour ton take, merci d'écouter Café Snake. Merci, Radostina. Ben, moi aussi, j'ai vu ça sur mon For You page, là, comme juste là, tu sais, c'est des PowerPoint night, ou juste comme, mon chum ou ma blonde m'a fait un PowerPoint, whatever, même moi, dans mon cercle d'amis, j'ai un couple d'amis qui se sont mariés, puis sa blonde, dans le fond, sa femme maintenant, elle avait fait une présentation PowerPoint pour les destinations qu'elle préférait aller dans leur lune de miel, puis c'était comme de quoi de cute, genre c'était comme un jeu un peu... moi, comment je le vois, puis je comprends que tu le vois comme une espèce de corporatisation des relations sociales, mais moi je le vois justement comme une espèce de retournement ou une espèce de roleplay où est-ce qu'on va prendre les codes du monde corporatif, mais on va l'appliquer à quelque chose, comme tu dis, de loufoque, de ludique ou de personnel. C'est pas nécessairement quelque chose qui appelle à genre comme se sentir au travail ou comme si le travail commençait à dominer comme nos espaces sociaux, genre. Je vois ça vraiment comme un jeu justement qui est comme de rire du fait que comme dans la vie on fait des PowerPoint, puis là finalement tu sais je vais te présenter des destinations pour notre prochain voyage, tu sais. J'ai vu comme un roleplay plus que comme une façon de comme se sentir toujours au travail. Je suis d'accord que c'est très américain, par exemple, là, ça vient vraiment des États-Unis. Puis aussi, je pense que c'est une volonté peut-être post-Covid de comme se rapproprier, genre faire des choses en commun, mais pas, tu sais, on est toujours autour de la consommation médiatique, mais pas juste comme regarder le hockey ou regarder un film, regarder une série, mais comme se mettre en scène, performer, comme être drôle, tu sais, de quoi de... Il y a quelque chose aussi du partage des connaissances. Moi, c'est ça que je note, là, tu sais, c'est le fun des fois de voir ses amis, mais des fois, je sais pas, dans certaines gangs d'amis, peut-être que c'est plus difficile d'engendrer comme une conversation super deep quand ça fait genre 1 mois, 2 mois que tu les as pas vus. Puis ça, c'est une façon aussi de pas juste se demander comme, puis qu'est-ce que t'as fait la semaine passée, ça va bien, tu sais, d'entrer peut-être dans une autre sphère de la vie de quelqu'un. Ça me fait penser à tout ce discours qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les quirks de chacun, les special interests. Il y a eu beaucoup de discours sur, par exemple, la neurodivergence, puis comme quoi certaines personnes développent des intérêts particuliers très poussés pour certaines choses, où on parle beaucoup des rabbit holes, ou par exemple, pendant un certain temps, la procrastination, ça va être juste de consommer des vidéos sur tel sujet précis, puis là, ça donne comme l'opportunité de partager ce que tu as trouvé durant ta quête. Mais effectivement, moi, j'avais l'impression qu'il y avait dans l'idée du PowerPoint un désir quasiment rétro, parce que c'est une technologie rétro, là, le PowerPoint, puis que ça fétichisait peut-être une époque du travail de bureau qui n'est plus la réalité. Tu sais, tout cet univers du cubicule, par exemple, les tours à bureau. Il y a eu même un mouvement là, de mode vestimentaire, de office sirens, qui était bien dans la mode l'année passée, cette année. Pourquoi c'est à la mode? C'est parce que ça témoigne finalement d'une rareté, de quelque chose qui disparaît. Post-Covid, tu sais, il y a de plus en plus de modes de travail hybrides. On n'est pas nécessairement obligé d'être dans la même pièce pour se rencontrer. On est beaucoup dans l'univers du Zoom, puis même des bureaux, tu sais, d'air ouverte, là. Je sais plus c'est quand que ça a commencé dans le monde, cette affaire-là. Fait que moi, cette idée de PowerPoint, de cubicule, tout ça, je vois même dans des films ou dans des séries télé comme Severance, il y a aussi cet imaginaire-là, je trouve, qui est utilisé, là. Le tapis gris, puis même, à la limite, dans des légendes d'Internet, du folklore comme les liminal space. Backrooms. Les backrooms, c'est ça. Les backrooms, c'est vraiment un système labyrinthique de pièces comme ça, de bureaux abandonnés où je me verrais très bien, tu sais, être devant mon boss qui fait un PowerPoint. C'est ça, puis aussi, je pense qu'avec le PowerPoint, aussi, moi, j'ai beaucoup vu, tu sais, à chaque fin d'année, comme les gens qui font, bon, ben voici un résumé de ma vie amoureuse cette année, puis là, ça commence, mais qu'est-ce qui est vraiment beaucoup mis de l'avant dans ce genre de contenu-là, c'est les statistiques. Donc, il y a un rapport aux données aussi qui est comme vraiment propre à notre ère, où est-ce que c'est comme, OK, ben dans le fond, j'ai eu
tant de matchs a donné tant de dates a donné tant de deuxième date. Puis là, j'ai couché avec tant de... Puis là, il y a comme un rapport très mathématique. Puis très comme... numérique. C'est ça. Fait que, tu sais, on est habitué, mine de rien, de s'évaluer en fonction d'indicateurs de performance qui sont chiffrés numériquement. Tu sais, le nombre de likes, le nombre de personnes qui se sont abonnées à ton compte. On est toujours face à des données numériques. Fait que nécessairement, je pense que on incorpore ça à notre vision de nous-mêmes. Puis ça devient une façon de mettre en récit nos vies. Exactement. Merci. Si t'as des notes dans ton sel pour les sujets qu'on pourrait aborder, n'hésite pas. Donc, c'était la fin de cet épisode des lignes ouvertes de Café Snake. Ben oui, juste vous rappeler qu'un épisode sur 2 est disponible encore au complet juste sur notre Patreon. Donc, merci d'écouter les lignes ouvertes. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que vous passez un bel été. Bon été, puis on a hâte de vous revoir en nous. Mais il y a toujours un épisode la semaine prochaine. Toujours du Café Snake. Merci tout le monde. Bisous! La musique d'intro et d'outro est de Azlo, A-Z-L-O.